Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire Cegidloop Nouveautés. Je pense il est 14 heures. On va peut-être donner une petite minute ou deux aux participants, aux inscrits, hein. Je vois qu'on a quelques personnes déjà et ça augmente. Je propose de démarrer d'ici une petite minute ou deux. Voilà, à tout de suite. Merci. On va attendre encore une toute petite minute et je pense qu'on va démarrer à 14h02. Voilà, les gens arrivent, se connectent encore. Voilà, je pense qu'on va démarrer le webinaire. Encore une fois, à ceux qui viennent de nous rejoindre juste à l'instant, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier webinaire nouveauté Cegidloop de l'année. Hein, c'est l'épisode 22, il faut le dire, hein, c'est le dernier pour cette année. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un programme pour vous. On a prévu 1h30. Alors comme toujours, on pourra peut-être faire plus court et vous libérer plus tôt. En tout cas, aujourd'hui, pour vous accompagner, Cyril Joanneau, que vous connaissez, Product Manager Cegidloop, Pascal Rebose, consultant avant-vente, et puis moi-même, Pierre Kergal, Product Marketing Manager. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer également lors de différents webinaires. En tout cas, grand merci de votre participation aujourd'hui. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Comme d'habitude, Cyril va nous présenter les nouveautés produits, hein, des dernières versions, la 48 et la 49. Nous allons vous présenter en exclusivité le nouveau look de Cegidloop avec Pascal. Et puis pour finir, un point sur le support de Cegidloop et également sur la migration SharePoint. Donc voilà le programme. Comme toujours, vous pouvez poser vos questions dans la discussion, hein, dans le chat, et on y répondra. Alors courant de la présentation, voire à la fin. Hein, enfin, n'hésitez pas à poser vos questions comme toujours. En tout cas, un grand merci encore une fois de votre présence aujourd'hui. Je propose qu'on démarre sur la première partie de l'agenda avec Cyril sur les nouveautés produits. Cyril, c'est à toi. Ouais, bonjour à toutes et tous. Alors, on a eu deux versions depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé, donc qui sont la version 4.48 et 4.49. Donc, si tu peux passer juste au slide d'après, Alexandre. Super, merci. Donc le premier point, une nouveauté importante pour vous dans votre organisation, vous connaissez tous et toutes les imports personnalisés d'écriture qui sont disponibles dans Loop. On a été par le passé assez challengé sur le fait que vous aviez potentiellement besoin de modèles d'import qui soient disponibles pour l'ensemble des dossiers du cabinet. Donc on a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui est disponible que pour l'administrateur par contre, hein, parce qu'il faut que ce soit à peu près cadré quand même cette histoire de modèle, qui va permettre de créer un modèle d'import personnalisé à partir d'un dossier, de le considérer comme étant modèle pour les autres dossiers et ainsi chacun des dossiers dans l'interface des imports pourra en bénéficier. Donc ça vous évitera de devoir reparamétrer des modèles à chaque fois. Par exemple, si vous faisiez un import, je sais pas moi, d'écriture de paye de Sage, je dis n'importe quoi, qui était colonné avec la date, le journal et ainsi de suite. Précédemment, il fallait le faire autant de fois que vous aviez de dossiers. Là, il suffira de le déterminer dans un dossier et ce modèle nommé
d'une manière intelligente pour que vous puissiez le retrouver toutes et tous, sera disponible dans l'interface. Sur la partie comptabilisation, on avait commencé des travaux sur l'analytique, hein, déjà il y a 1 ou 2 versions. On continue. Là, c'est simplement le champ de l'affichage de la section d'attente qui est disponible à travers le paramétrage de l'axe analytique. Alors, on l'a montré pour 2 raisons, parce que la première fois que vous créez que vous configurez un dossier en analytique et que vous créez un axe, la section d'attente n'était pas visible, elle devenait visible simplement au premier mouvement sur une écriture. Donc ça pouvait poser parfois la question quel était le code section de l'axe. Donc ça, vous le verrez directement maintenant dans la fiche de paramétrage des axes analytiques. Ça, c'est une première étape. Une seconde étape, un peu plus dans le futur, consistera à pouvoir influencer le choix de la section d'attente, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ensuite, sur la partie comptabilisation, alors on fait peu de développement dans l'interface de saisie manuelle des écritures. Pour autant, parfois, vous êtes amené à y rentrer, notamment pour une modification d'écriture comptable ou une suppression d'écriture comptable. Il y avait un message d'erreur qui apparaissait à chaque fois que vous essayez de supprimer une écriture qui était lettrée ou pointée. Et c'était un message d'alerte à raison, dirais-je. Par contre, c'était pas clair pour l'utilisateur. Le message était très informatisé, on va dire, sans donner suffisamment de contexte. Donc maintenant, dès que vous aurez cette typologie d'action à faire à travers la modification ou la suppression de l'écriture, vous aurez un message qui vous explique le contexte, qui vous dit on ne peut pas supprimer cette écriture parce qu'elle est pointée ou parce qu'elle est lettrée. Donc ça évitera de se poser la question à quoi est lié ce message d'erreur. D'une manière générale, il y a pas mal de messages d'erreur dans l'application qui sont très orientés techniques, qu'on va essayer dans le temps là, de donner un contexte plus orienté métier, qui soit plus parlant pour vous. Donc là, c'est le début, on en a déjà réglé 2-3 il y a quelques temps. Là, on est sur ce message-là, et puis on en a d'autres de planifiés. Voilà, pour que d'ici 5-6 mois, l'ensemble des messages qui vous sont présentés dans l'application soit le plus clair possible pour vous. Sur la partie gestion du cabinet, on a optimisé la notion de statut du dossier. Vous savez, le dossier, c'est soit il est opérationnel, soit il est en cours et ainsi de suite. Il y a tout un tas d'étapes à travers la vie du dossier lorsqu'on l'initie la première fois. Donc on a fait des clarifications, pareil, sur le nommage des statuts pour que ce soit le plus représentatif du réel statut dans lequel le dossier se trouve à un moment donné. Donc ça change rien pour vous, c'est juste de la clarification sur les étapes. Concernant les ouvertures sur les API publiques, vous avez une nouvelle API de disponible qui consiste à pouvoir interroger une balance comptable comparée. Donc ça vient s'ajouter à la liste des balances disponibles, hein, classiques. Donc cette fois-ci, c'est la balance comparée qui s'ajoute. Et puis le gros des nouveautés sur ces 2 dernières versions, c'est la partie fiscalité, parce qu'on a beaucoup de légal en fin d'année. Donc on a livré le millésime TS 2023, la DAS 2 millésime 2023, pareil, l'IFU, donc tout ce qui est UDI part, un CERFA qu'on avait mis à disposition sur la CET, pareil, qui est maintenant millésimé là, sur sa bonne version. Et puis on a tenu compte également des évolutions sur la TVS, alors qui a changé de nom entre-temps, qui s'appelle la taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques. Donc là, on a pris en compte les nouveautés du millésime. Donc vous verrez que dans la fiche véhicule, vous avez des nouveaux types de motorisation qui sont disponibles suivant la réglementation. Et puis on a mis à jour aussi le petit outil d'aide au calcul qui vous permet de calculer le montant qui se reporte. Voilà, ça c'est pour la partie fiscalité. Sur la partie révision, on a juste continué nos travaux d'amélioration sur l'affichage des commentaires. On avait amélioré ça au niveau de la synthèse des cycles. Maintenant, vous l'avez sur les contrôles des diligences. Donc ça consiste en quoi? Dès lors que vous renseignez un commentaire dans un contrôle, lorsque vous passerez en survol, vous aurez l'exhaustivité cette fois-ci des lignes et de la présentation du commentaire pour que ce soit plus lisible et que vous n'ayez pas de perte de temps à devoir
recliquer dans la cellule pour avoir toutes les informations. Voilà ce que je peux vous dire de manière sommaire. Bien évidemment, tout ça, vous pourrez le voir en détail avec nos consultants lors des web démos. Pour la partie du mois de décembre, c'est la dernière version de livrable. Les prochaines versions arrivent tout début janvier. Voilà, donc on a fini notre déploiement sur l'année 2022. Voilà ce que je peux vous dire. On a introduit une nouveauté qui est une nouvelle présentation de Loop. On a changé la mouture et je vais laisser la main à Pascal peut-être pour nous présenter tout ça. Merci Cyril. Donc je vais partager mon écran. Et vous allez me dire si vous voyez bien. L'écran vous connaissez bien de Windows. C'est visible, Pierre, Cyril ou Alexandre? Oui. Parfait, merci. Donc, je me suis connecté très classiquement à mon environnement Office et j'ai lancé aussi classiquement mon nouveau loop, j'allais dire en style Cegid, je crois que ça s'appelle comme ça en termes de marketing. Donc, comme vous pouvez le voir, tout a été relooké, remodifié, beaucoup plus clair. Effectivement, je suis sur un portable, mais ça me permet d'avoir un certain nombre d'informations. Volontairement, vous voyez, on retrouve des couleurs, du bleu, du vert sur l'opérationnel, du rouge quand il y a des soucis, le nombre de fichiers en attente. Je vous ai volontairement ici, sur ma page d'accueil de mon portefeuille dossier, mis toutes les colonnes disponibles. Bien entendu, vous mettez vos colonnes que vous souhaitez. Et bien entendu, vous voyez ici un bouton qui permet de les sauvegarder. Les menus dont vous avez l'habitude d'utiliser, vous les retrouvez ici sur la gauche, ils ne sont plus en haut d'écran et vous allez le voir dans la partie production, quand on sera dans un dossier dans quelques minutes, on va retrouver cette même idée avec tous les menus sur la gauche, avec ce qui a été réclamé aussi, je crois, les notions de, quand on passe la souris dessus, de visualisation dans quel menu nous sommes. Et si je rentre dans un menu, peu importe lequel, je vais dans la partie pilotage, je retrouve le détail des lignes de menu. Encore une fois, celui qui préfère une autre façon de travailler, il a l'icône qui est tout en haut à gauche, ici à côté de Cegid Loop, qui lui permet d'afficher l'intégralité ou en plus grande largeur le détail de chacun de ces menus et de se retrouver pour aller chercher les informations qui l'intéressent. Cet esprit de menu, on va le retrouver, j'ai lancé un de mes dossiers avant que nous attaquions ensemble, donc il s'est ouvert. On va se retrouver toujours avec notre dashboard de position d'entrée qui lui, n'a pas bougé encore. On retrouve les menus tels que je vous l'indiquais, avec les icônes que vous aviez auparavant en haut, vous les avez sur le côté avec dossier, avec la comptabilité, avec la notion de trésorerie. Donc, vous voyez, à chaque fois que je suis sur un menu, j'en vois le détail. Et pour faire simple, si je vais simplement aller consulter ma balance de comptes généraux telle que vous la connaissez, pardon, on y retrouve classiquement notre balance. Vous voyez, avec comme on gagne j'allais dire, en hauteur de ligne, ça permet de voir beaucoup plus d'informations et de basculer toujours pareillement, tel que vous le connaissez, de dossier en dossier, de rappeler votre feuille de travail qui, vous voyez, possède également un nouveau look en termes de charte graphique, on va dire ça comme ça, au niveau des couleurs, le nouveau style Cegid pour parler français. Donc, à chaque fois que vous êtes dans les menus, vous allez les retrouver de cette façon-là. Et encore une fois, comme tout à l'heure, celui qui préfère avoir le détail de ces menus, il peut travailler de cette façon-là et aller faire ces éléments qui l'intéressent ou qui l'interpellent de manière plus forte. Pour faire simple, je peux passer par là pour aller dans ma révision, pardon. Je vais essayer d'y arriver. Merci. Je vais dans ma révision des comptes. Je peux à nouveau masquer mes menus sur la gauche et j'arrive dans ma révision des comptes, ou alors je peux également passer de cette façon-là et de la même façon aller choisir plutôt mon programme de travail, parce que je préfère travailler comme ça. Je suis dans mon programme de travail, je retrouve mes différentes feuilles à disposition, je suis dans mon cycle IMO, peu importe les cycles que vous choisissez, vous allez retrouver la feuille de contrôle, vos conclusions, vos pièces jointes, vous voyez, avec une charte graphique peut-être beaucoup plus lisible en termes de visualisation.
avec toujours les mêmes possibilités. Je suis dans ma synthèse de retrouver les éléments qui ont été faits et également remonter, bien entendu, à sa feuille maîtresse, à sa conclusion. Enfin, le schéma, je ne vais pas vous apprendre ce que vous faites aujourd'hui au quotidien en termes d'outils. Donc, à chaque fois, vous avez la petite maison qui vous permet de revenir à votre dashboard de votre page d'accueil. Point important aussi, si je descends dans mon menu des états, lui aussi, il a été relooké, vous voyez, avec une notion, encore une fois, je pense, beaucoup plus visible, beaucoup plus, la notion des icônes bleues et l'écriture est beaucoup plus claire, et je peux, comme ça, aller faire n'importe quelle édition telle que vous avez l'habitude de le faire. Je fais cet élément-là, je ferme ma partie menu à gauche, je vois beaucoup plus grand mon écran avec les mêmes outils que vous avez, qui sont aussi certainement avec ce bleu chart CJ beaucoup plus clair, beaucoup plus visible. Pour ceux qui cherchent leur robot PIA, ne cherchez plus sur la gauche, ne cherchez plus dans les menus ici à gauche. Et regardez, je vous déplace ma souris tout en haut à droite et vous retrouvez votre ami, le petit robot qui est ici. Et si je vais dedans, je suis directement dans ma facture, dans la première facture que j'avais, et je suis dans mon élément assez classique, j'allais dire, d'utilisation de ma partie PIA. Donc, vous voyez, l'icône du robot a été déplacée de la partie gauche que vous connaissez à la partie ici en haut à droite, dans lequel on y a d'ailleurs inséré, alors vous connaissiez les notifications, elles sont, je pense, beaucoup plus lisibles elles aussi de ce côté-là. Quand on les affiche, on retrouve beaucoup plus d'informations. Et de la même façon qu'on a déplacé le robot de la partie gauche à la partie droite, au droit de l'écran, on va y retrouver ce que vous utilisez également assez fréquemment, le lancement de votre Office 365 dans un dossier. Et notamment, si je vais ici, je retrouve tous mes outils Office 365. J'ai mon Excel qui va me lancer un nouveau classeur ou un classeur existant avec mon Loop Office Connector, bien entendu. Donc voilà, en quelques instants, on va dire, quelques présentations sur la charte graphique qui va arriver dans votre panier dans quelques semaines. Enfin, je parle sous le contrôle de Cyril à ce niveau-là. Oui, on va préciser. En fait, je te laisserai donner les consignes. Ouais, pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup Pascal pour la présentation. Donc en fait, c'est en effet une nouvelle interface qu'on va mettre à disposition de tous les cabinets à la sortie de la période fiscale. On veut pas perturber les usages de tout le monde pendant cette période assez cruciale et chargée pour vous. On active cette fonctionnalité pour les nouveaux cabinets qui vont démarrer sur Loop parce qu'ils n'ont pas d'expérience de quoi que ce soit d'habitude ou quoi ou qu'est-ce, donc ils pourront en bénéficier. Ce sera courant janvier en fait que ce sera activé. Pour autant, si toutefois un des cabinets ici présents voulait pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, il faudra simplement nous donner l'information, on sera en capacité de l'activer. Après, à vous de voir si c'est la bonne période pour le faire ou pas, mais en tout cas, s'il y a une appétence pour vous à vouloir en bénéficier dès le plus tôt possible, sans attendre la fin de la période fiscale, ce sera possible. Dans ces cas-là, il faut que vous manifestiez auprès de vos CSM ou de votre interlocuteur CGID habituel pour que l'information nous remonte et qu'on puisse activer l'environnement sur votre plateforme. Il faut savoir que l'environnement est activé à l'ensemble des dossiers de la plateforme. On ne peut pas dire je le veux sur un dossier et pas sur un autre. Donc dès que vous avez fait votre choix, ça veut dire qu'on activera ce nouveau style à l'ensemble des dossiers. Les points, il y aura quand même un point d'intention avec tout ça, c'est qu'il y a sans doute des écrans pour lesquels il y a encore des petits ajustements à faire. C'est pas totalement mûr, c'est à 97% mûr, on va dire. Donc c'est aussi pour ça qu'on se laisse cette période pour finaliser. Donc sachez juste que vous n'aurez pas forcément de problématiques particulières, mais en tout cas, il y aura peut-être ici ou là des petites anicroches visuelles et pas techniques qui pourraient vous embêter. Donc voilà, moi je n'ai pas de problématique à ce qu'on vous l'active, je mets juste une réserve pour que vous soyez conscient des choses et que vous ne soyez pas perturbé si toutefois on faisait l'activation. Voilà ce que je voulais ajouter, Pierre, sur cette partie-là. Merci Cyril. Je te laisse la main.
Oui, avec simplement une dernière question pour toi, Cyril, dans le chat. Quand sera disponible le module transaction en attente dans le robot comptable? Eh ben, il arrive. On a des cabinets qui sont en pilotage. Donc, j'en ai eu un de plus là, qui s'est activé ce mois-ci. Je pense que d'ici le fin janvier, on sera en capacité de l'ouvrir encore un peu plus, parce qu'on a besoin de retours utilisateurs. En fait, aujourd'hui, nos retours, ce ne sont pas des problématiques techniques, c'est plutôt des problématiques d'évolution à travers l'environnement, de bien comprendre l'expérience utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'on peaufine, hein. On veut à tout prix que ce soit le plus parlant et le plus facile à prendre en main pour l'ensemble du public. Donc voilà, on continue à ouvrir et l'ouverture massive, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est que là, on va arriver sur une période un peu charnière. Donc on décidera si c'est impactant ou pas. Sur la partie de PIA, je ne pense pas, parce que c'est simplement l'ajout d'un nouveau menu. Donc bon, il ne devrait pas y avoir de problématiques particulières pour la complexité de la compréhension, quoi. Donc, on vous donnera cette visibilité exacte à notre prochain webinaire. Je vous propose ça au mois de janvier. On aura les bons retours d'ici là, la bonne visibilité, et puis on pourra vous donner des dates et éventuellement continuer d'activer cette fonctionnalité à des cabinets qui le souhaitent. Cyril, excuse-moi, c'est Christian. Oui, Christian. Est-ce que tu peux préciser sur les dossiers sur lesquels c'est en test et donc qui n'ont pas de règles bancaires, si j'ai bien compris? Oui. Aujourd'hui, les résultats qu'on obtient déjà, ou c'est trop tôt? Non, on a déjà des retours, hein. Alors aujourd'hui, en effet, le robot comptabilise les écritures bancaires à partir de la collecte des relevés DSP2. Donc tout ça, bien évidemment, ça passe par l'activation de Sigitflow, et c'est à travers cette expérience utilisateur que le robot fait l'automatisation de la saisie des écritures. Donc en effet, il ne s'appuie plus du tout sur les règles bancaires. Pour autant, on présente également dans l'interface des transactions pour lesquelles vous auriez fait une collecte à travers le anciennement IBIX CFA-NBA. Mais là, dans ces cas-là, ça continue à être les règles établies dans le dossier pour l'instant. Donc sur la partie DSP2 et comptabilisation automatique, les retours sont plutôt bons. On va dire que classiquement, sur un dossier qui est en prestation de service orienté BIC, aujourd'hui, on arrive à des taux de reconnaissance de prédiction qui sont de l'ordre de 70, 80, 90%. Ça dépend de la complexité du dossier, mais en tout cas, les résultats sont très bons et très encourageants. Mais ça veut dire qu'on génère le journal de banque à 90% juste à partir des transactions existantes dans la DSP2, c'est ça? Exactement. Sans intervention du collaborateur. Sans intervention du collaborateur. On a besoin, toujours pareil, c'est la première fois qu'on fait la prédiction, on a besoin de voir si le collaborateur va apporter des modifications ou pas sur la prédiction qu'on a faite. Et dès lors que le robot comprend que ce qu'il a prédit est bon, qu'il n'y a pas de changement, pas de modification, à chaque fois, il est en capacité de continuer sa prédiction qui finalement était la bonne dès le premier coup, quoi. Et ça, c'est fait plusieurs fois par jour. Et ça, c'est fait tout à fait, ouais. Ça, c'est fait plusieurs fois par jour. Et est-ce qu'on fait le lettrage pour autant avec les factures quand on les trouve? Alors, le scénario qu'on adresse aujourd'hui, c'est si on détecte une transaction bancaire qui paye la facture EDF de 100 €, si on détecte qu'on a la facture EDF pour 100 €, le robot fait le lettrage automatiquement. C'est-à-dire qu'on ne présentera pas cette information au collaborateur, vu que le robot aura été, en capacité de comptabiliser l'écriture de paiement, et 2, en capacité de faire le lettrage automatique de cette facture avec ce règlement. Donc ça, c'est la première étape. Et par la suite, on est en train de travailler pour permettre au robot d'être en capacité de rapprocher 2 règlements, par exemple, qui paieraient une facture, ou un règlement qui paierait 2 factures. Donc ça, c'est les étapes d'après sur lesquelles on est en train de travailler. Mais en tout cas, le premier scénario adressé, c'est le 1 pour 1. Donc les cabinets qui travaillent aujourd'hui sur la version que tu leur as ouvert, ils font de la reconnaissance de transactions bancaires qui génèrent des écritures et du lettrage automatique.
Sans intervention, c'est ça? Sans intervention, exactement. Oui. Okay. Merci Cyril. De rien. Merci Cyril. J'en profite, ne pars pas si vite, il y a encore quelques questions. Oui, je suis là, je bouge pas. Alors, non, mais anonyme, bon, on n'a pas de nom. En tout cas, la question, comment peut-on devenir cabinet pilote? Je pense que vous faites référence, monsieur ou madame, à la nouvelle interface de Cegidloop. Donc, effectivement, oui, vous rapprochez de votre CSM, hein, comme disait Cyril, courant janvier, n'hésitez pas à le faire et on sera très heureux de vous accompagner sur ce pilotage. Une question de Christopher qui nous demande pourquoi laisser l'onglet facturation. C'est une très bonne remarque, Christopher. C'est-à-dire que cet onglet facturation de Loop va disparaître à un moment donné. Je n'ai pas encore de date exacte à vous annoncer, mais en tout cas, on ne fera plus d'évolution à travers le module de facturation du dossier. Vous savez toutes et tous que la partie réforme facture électronique commence à arriver là, dès 2024 et que de toute manière, nous ne permettrons pas l'émission de FactureX depuis ce module. Ce qu'on propose dans la logique d'utilisation, ça va être de passer directement depuis DeviFacture, qui lui est, on va dire, facture électronique réforme 2024 ready, d'ores et déjà, qui dispose des fonctionnalités nécessaires, utiles à un outil de facturation, et qui plus est maintenant, l'intégration entre le dossier DeviFacture et Loop est native. Donc, en effet, ce module va être déprovisionné à un instant T. Alors, on ne va pas faire ça brutalement, hein, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent encore, mais dès qu'on va passer au statut facture électronique et FactureX obligatoire, on arrêtera la diffusion de ce module et vous pouvez d'ores et déjà l'anticiper pour pouvoir passer vos dossiers à travers DeviFacture. Cyril, je vais peut-être préciser une chose, c'est que bien sûr. On est en train de rajouter dans DeviFact les règlements récurrents, les abonnements, enfin qui existent quand il y a un bon début. On est en train de finaliser pour matcher ce qu'il y a dans Loop aujourd'hui. Donc le passage d'une application à l'autre ne posera pas de problème au client en termes de fonctionnel, en fait, parce que c'est ce qui manquait aujourd'hui pour migrer sur DeviFact de façon aisée. Voilà, c'était pour apporter un point de roadmap sur DeviFact, en fait. Parfait, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions du coup, Pierre, vu qu'on était sur les questions? Oui, la dernière, c'est quand sera disponible l'intégration automatique de DeviFact vers Loop? Alors, je crois que c'est disponible, c'est disponible. Tu l'as répondu. Ouais. Voilà, c'était la dernière question, en tout cas pour l'instant. OK. Merci Cyril et merci Christian. Je pense qu'on peut passer sur le point support, la troisième partie de notre agenda cet après-midi. Voilà. Alexandre, tu peux peut-être changer de slide. Alors, un point d'étape en cette fin d'année. Hein, vous le savez, l'équipe support de Cegidloop, c'est une des équipes dédiées à votre accompagnement et à votre satisfaction sur Cegidloop. Et on est très fiers de partager en cette fin d'année un certain nombre d'indicateurs. Vous les voyez ici, je vais les détailler rapidement. Ce sont, alors pour commencer, ce qu'on appelle les SLA. Hein, et effectivement, dans nos conditions générales de vente, Cegid s'engage à se conformer à un délai de prise en charge de 8 heures ouvrées pour au moins 75% des demandes. Et on est très fiers de pouvoir afficher que pour Cegidloop, c'est 90%. Donc 90% des demandes sont prises en compte dans les 8 heures ouvrées. Donc ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième, c'est celui de la satisfaction client. Alors, pour ceux qui ont eu à le faire, vous savez qu'à chaque traitement de demande, hein, une enquête de satisfaction est envoyée au client qui note de 1 à 5. Et on est très fiers d'annoncer également qu'on était à 3,5 en 2021 et qu'à date, c'est-à-dire au 15 décembre, on est à 4,2 sur 5, donc une vraie amélioration, et on ne va pas s'arrêter là puisque notre équipe support a pour objectif d'arriver à 4,5%.
en tout cas, là aussi, un retour très positif de votre part et on vous en remercie. Et d'ailleurs, une partie de ce taux de satisfaction est peut-être liée au fait que de plus en plus, on effectue des appels sortants. Donc, notre équipe s'attache à en fait intensifier les contacts avec vous et pour faciliter et fluiditer les résolutions ou la facilitation fonctionnelle quand c'est l'objet de la demande. Voilà, et le troisième indicateur, c'est l'acceptation de la première résolution, hein, c'est-à-dire qu'on vous propose une première résolution, et ben, dans 91% des cas sur CJDLoop, vous l'acceptez, et c'était 97% en 2001. Voilà, donc une belle réussite de notre équipe support, encore une fois à votre disposition pour vous accompagner et vous assister quand vous en avez besoin. Je regarde si on a des questions sur la partie support. Alors, il y a une question effectivement sur des tickets qui ont daté. Alors, je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je pourrais faire, Christopher, c'est vous la communiquer, enfin communiquer la réponse de notre équipe support. Voilà. Merci. Je propose qu'on passe à la quatrième partie de notre agenda, qui est la migration SharePoint. Alors, on va faire un petit point d'étape également. Si vous vous souvenez, hein, on vous a envoyé, enfin, à tous nos clients CJDLoop fin août, un courrier pour vous sensibiliser sur la nécessité de migrer sur la version moderne de SharePoint. Alors, pourquoi cette migration, hein, donc on rappelle ici ces raisons. La première raison, c'est que le format ou la version classique de SharePoint n'est plus pleinement maintenu par Microsoft, et ce depuis un certain nombre d'années, en fait, quand Microsoft a lancé la version moderne du SharePoint. Hein, donc, les deux coexistent, en tout cas aujourd'hui, et c'est le deuxième point en termes de fonctionnalité. Microsoft propose toutes ces nouvelles fonctionnalités dans le SharePoint moderne. Donc, pour en bénéficier, effectivement, il faut bénéficier de la version moderne du SharePoint. Et puis, pour finir, cette fois côté CJDLoop, ce que l'on vous annonçait dans ce courrier, c'est qu'à compter de ce mois de décembre, toutes les nouvelles fonctionnalités de CJDLoop auront besoin du SharePoint moderne pour fonctionner de manière optimale. Je propose de passer à la slide suivante. Reparlons un petit peu des bénéfices, hein, de cette migration. Donc, vous les voyez là. Ce qui est important pour vous, c'est d'avoir un système d'information à jour, bien entendu. Hein, on l'a dit, le format classique n'est plus maintenu. Il n'y a pas d'incompatibilité. D'ailleurs, c'est quelque chose, on va le voir, qu'on a validé auprès de Microsoft, hein, dans le sens où, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence ou il n'y a pas de deadline imposé par Microsoft pour passer sur la nouvelle version. En tout cas, c'est important de le faire rapidement pour ne pas travailler dans l'urgence. Et on l'a dit, toutes les nouvelles fonctionnalités du SharePoint sont sur le SharePoint moderne. Donc ça, c'est de votre côté système d'information. Deuxièmement, on l'a vu, conformité avec les fondamentaux de CJDLoop. Hein, donc, on vous a dit qu'à partir de ce mois-ci, toutes les nouvelles fonctionnalités s'appuient sur le SharePoint moderne, par exemple le rendez-vous de bilan dans Teams. Ce qui veut dire que à partir de ce mois-ci, sans le SharePoint moderne, effectivement, le fonctionnement normal de Loop n'est pas garanti. Et plus on ira dans le temps, plus on ira vers la fin de période fiscale, plus vous rencontrerez des difficultés. Alors, côté bénéfices, il y a beaucoup d'avantages à utiliser ou bénéficier du SharePoint moderne en lien avec CJDLoop, hein, et certains d'entre vous le savent déjà puisqu'ils ont fait cette migration en termes d'ergonomie, de modèle d'autorisation, l'optimisation mobile, la mise en place des groupes Office 365 et puis les nouvelles fonctionnalités. Il y a aussi des avantages de l'intégration entre Loop, CJDLoop et Teams, ça on va le revoir, hein, notamment en termes de mettre en place une nouvelle manière de travailler en interne et avec vos clients et de créer donc une expérience beaucoup plus collaborative, beaucoup plus fluide, beaucoup plus intégrée, allant dans le sens d'un partage d'informations, d'une tenue de comptabilité en temps réel et d'un accompagnement de cette manière bien plus amélioré et fructueux avec vos clients. Voilà. Et pour finir, et ce qu'on vous disait également dans ce courrier, c'est que vous
pouvez tout à fait migrer de manière autonome, hein, et vous avez de la documentation disponible là-dessus, de votre SharePoint classique vers la version moderne. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Effectivement, il faut une petite compétence informatique Microsoft, mais de nombreux cabinets l'ont fait. Nous pouvons vous accompagner pour cela, hein, si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, au-delà du standard de Cegidloop, eh bien, nous avons un écosystème de partenaires intégrateurs Microsoft 365 pour vous accompagner. Slide suivante, sur la partie Teams, je pense que vous connaissez déjà un certain nombre de ces bénéfices. J'aimerais effectivement insister sur la partie nouvelle expérience pour les clients et les collaborateurs, hein. C'est la possibilité de collaborer efficacement entre le collaborateur ou les collaborateurs du dossier et le client au sein d'une même équipe, et même la possibilité d'ouvrir une équipe avec l'écosystème de votre client. Ça peut être par exemple un banquier, un notaire, un avocat. Il y a des possibilités de personnalisation des onglets en fonction des clients, le classeur OneNote, l'accès simplifié à la jet SharePoint. Et je rajouterais même que si vous souhaitez aller encore plus loin, et il y a beaucoup de possibilités offertes par l'environnement Microsoft 365 au sens large, et par exemple via la Power Platform et les automatismes, la possibilité de créer des extranets clients dans Teams partagés avec l'interne et le client. Donc beaucoup de possibilités à ce niveau-là pour une intégration, une collaboration encore plus renforcée et puis aux couleurs de votre cabinet. Voilà, pour finir, et ce sera le dernier slide sur cette migration. Donc, effectivement, on vous a envoyé ce courrier avec cette information en fin d'été. Cette migration, elle est nécessaire et puis elle est surtout bénéfique. Mais effectivement, on a constaté que pas tous nos clients l'avaient effectué. Et on a eu de nombreux échanges. Vous avez été contacté par vos CSM. Eh bien, en fait, on réalise la nécessité de peut-être vous apporter un peu plus de souplesse dans cette migration, et notamment en vue de la période fiscale qui arrive. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé en fait d'étaler les migrations entre le mois prochain, janvier, et la sortie de PF, c'est-à-dire le 30 juin 2023, et date à laquelle toutes les migrations seront réalisées. Alors, encore une fois, vous avez la possibilité de le faire par vous-même, comme on l'a dit, ou de vous faire accompagner, mais en tout cas, en vue de ces différents éléments, eh bien, nous migrerons, si vous ne l'avez pas fait, votre version selon un calendrier qui sera cadencé sur les 6 mois qui viennent et qui vous sera communiqué par votre Customer Success Manager. Tout à l'heure, je parlais également de la gestion de risque et c'est ce que l'on fait pour vous. C'est cette souplesse, elle est également permise par le fait que Microsoft ne va pas cesser, entre guillemets, brutalement la mise à disposition du SharePoint classique d'ici le 30 juin. Hein. En tout cas, voilà le calendrier qu'on s'est fixé. Et puis, vous recevrez d'ailleurs prochainement un courrier d'information. Donc, on vous livre ici cette information en primeur, mais vous recevrez un courrier pour en tout cas ceux et celles d'entre vous qui n'ont encore pas migré sur la version moderne du SharePoint, un courrier prochainement qui reprendra ces éléments que l'on vient de partager et vous donnera les détails. Voilà sur la partie migration SharePoint. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il y a deux questions, Pierre. Là, il y a une personne qui nous demande, c'est Eric qui veut savoir comment savoir dans quelle version SharePoint est utilisé client loop depuis le mois de septembre. Donc en fait, chaque nouvelle plateforme et bien avant septembre qui est créée fait que vous êtes de fait dans la version moderne des sites SharePoint, donc vous n'avez pas de souci d'inquiétude à vous faire là-dessus. Et dès lors que vous avez une équipe Teams qui est provisionnée, ça veut dire que vous êtes dans le nouveau mode et tout va bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre par rapport à Teams? Bon, là, on a Audis Conseil qui nous dit qu'il attend un retour de son CSM depuis plusieurs mois pour un accompagnement. Eh bien, écoutez, on va relancer pour faire accélérer le processus.
Ensuite, on a une question de Kevin sur la version moderne de SharePoint a modifié le modèle d'adressage URL des sites SharePoint. Oui, forcément, vu que la manière dont Microsoft provisionne un site SharePoint a changé un petit peu dans la construction de l'URL. Donc, vous avez une URL qui est différente de fait. Et ce n'est pas paramétrable. Non, vous n'avez pas la possibilité de modifier le paramétrage URL. C'est vraiment propre à Microsoft, en tout cas sur toute la partie du site. La partie loop arrive après, lorsqu'on est au niveau dossier, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais je crois que c'est à peu près tout. La version. On a des questions sur les dossiers collaboratifs. Donc c'est Carole qui a 3 dossiers collaboratifs ancienne génération avec 2 SharePoint mais qui ne sont pas encore branchables vers Teams. Quand est-ce que ce sera possible? On n'est pas loin sur le sujet, Carole. On a fait des tests, ça marche à peu près, mais il y a encore un petit point d'accroche sur ce sujet. Je pense qu'en d'ici fin janvier, on aura réglé cette problématique et comme ça, votre client ancienne formule collaborative, vous pourrez l'inviter sur votre tenante et continuer l'expérience avec ce client à travers la nouvelle façon de procéder. Donc ça, on communiquera dès qu'on sera prêt sur cette partie-là, mais on n'est plus très loin du but. Alors, j'ai Alison qui demande si on peut avoir plusieurs niveaux de support. Pierre, je ne sais pas. Là, par contre, ça dépasse mes compétences. Je vais répondre. Oui, ok, parfait. Okay. En fait, on est en train de travailler là sur une nouvelle organisation de l'expérience utilisateur, l'expérience client entre CGID et ses clients. Et dans ce cadre-là, on réfléchit à effectivement arriver à créer plusieurs niveaux, ou en tout cas des moyens de créer de l'urgence pour qualifier certains niveaux de tickets. Ça ne répond pas exactement à ce que demande Alison, mais ça va dans ce sens-là, en fait. Voilà. Donc, de pouvoir avoir des moyens d'accélérer certains tickets ou de qualifier certains tickets avec des niveaux différents. Ok. Et ensuite, on a Isabelle qui nous dit qu'elle a procédé à la migration Teams SharePoint conformément aux fiches CJDLoop et que l'application OneNote ne s'affiche pas dans la liste des applications Azure. Le SAV ne sait pas nous répondre. On va repartir du ticket peut-être, Isabelle, pour qu'on comprenne bien la problématique. On va regarder. Si c'est un ticket qui a été déposé par vous, on va pouvoir le retrouver. Sinon, mettez-nous le CS peut-être pour nous aider là sur la recherche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je pense pas en avoir oublié. Oui, je crois que tu as raison. C'est toutes les questions que nous avons. Voilà, et on l'a pas dit en introduction, hein, Reda n'était pas présent aujourd'hui parce qu'il est souffrant, donc voilà, il n'a pas pu se rendre disponible, mais il sera bien là la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Moi, je voudrais répondre à Christopher qui dit pour les tickets qui sont vieux de 3 mois, à partir de quand on démarre le délai des 8 heures. Okay, donc, il n'y a pas d'espace-temps différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a parfois des tickets qui sont compliqués à analyser et sur lesquels on a du mal. Donc, si on ne vous répond pas dans les 8 heures, ou en tout cas dans les 48 heures, ça veut dire que le ticket il est remonté à la R&D qui est en train d'analyser. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet derrière. Donc parfois, c'est vrai qu'on a du mal à isoler le problème et répondre. Donc ces tickets-là, il ne faut pas hésiter à relancer. Il ne faut pas penser qu'on est débordé au support pour répondre, c'est qu'on a pour le coup du mal à répondre à cette question-là. Voilà. Franchement, je pense que tous les tickets sont bien traités, mais par contre, il y a des fois, on a du mal à trouver la bonne réponse. Donc je préfère être transparent là-dessus. Ok. Merci Christian. Et merci Isabelle d'avoir fourni le numéro du ticket, c'est bien noté. Je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, je pense que nous allons pouvoir clôturer un petit peu en avance en cette fin d'année. Il me reste
déjà à vous remercier de votre participation de cet après-midi. Remercier également nos présentateurs, Cyril, Pascal et Christian. Remercier aussi Alexandre, notre producteur en coulisses pour cet événement. Comme toujours, le support et le lien de replay vous sera envoyé. Donc, vous pourrez le partager à vos collègues qui peut-être n'ont pas pu se joindre. Et de notre côté, il nous reste à vous souhaiter surtout de très bonnes fins d'année. Et puis également de vous donner rendez-vous en janvier pour, je crois, l'épisode 22, Cyril, des nouveautés Cegidloop, donc qui aura lieu dans un peu moins d'un mois. En tout cas, encore une fois, un grand merci. Joyeuses fêtes à tous et à toutes. Et puis, à l'année prochaine. Très bien, merci à vous. À bientôt. Au revoir, merci. Merci à tous.